Bonjour à tous et merci de nous suivre partout à travers le monde. Bienvenue dans Kin 7 jours, votre journal rétro de la semaine sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous recevons sur ce plateau l'invité de la rétro. Il s'agit de M. Jean-Serge Onyumbe, coordonnateur national de la SPL Jeunes et Vieux. Il est également expert en communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-René, merci. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Commençons par la journée de samedi. La République démocratique du Congo va bientôt présenter sa candidature aux instances de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour l'organisation de la COP27 en 2021. C'est ce qu'a révélé en tout cas le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chéo Kitundu, lors de la soirée climat organisée à l'Institut français de Kinshasa à l'initiative de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Reportage. Le développement économique de la RDC va se matérialiser à travers la politique dénommée Congo Climat. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Chéo Kitundu, lors de la soirée sur le climat qui a vécu dernièrement à Kinshasa. La République démocratique du Congo souhaite concilier le potentiel de contribution de la forêt au développement économique et social de notre population. Pour s'engager avec détermination vers ces objectifs ambitieux, une politique nationale Congo Climat est en cours de préparation. Articulée sur 5 grands mécanismes d'appropriation des principes de l'accord de Paris, cette politique novatrice nous amènera d'abord à renforcer notre dispositif juridique et à améliorer drastiquement la coordination de tous les programmes et initiatives publiques ou privées en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Autre bonne nouvelle, la candidature de Kinshasa aux instances de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique pour l'organisation de la COP27. Dans une ultime étape de ce processus à grande échelle, nous présenterons bientôt la candidature de Kinshasa à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques pour organiser la 27e conférence des parties, COP27, en 2021. Nous donnerons ainsi une impulsion forte à toutes les initiatives entreprises à l'échelle nationale en faveur de notre effort commun à réduire les causes globales de la déforestation et de la pauvreté. La France, qui a la paternité de l'accord de Paris depuis 2015, préside désormais depuis décembre 2017 l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI. 200 millions d'euros, c'est le financement requis pour la préservation de la forêt congolaise. Une opportunité que le pays de Joseph Kabila doit donc saisir à tout prix. Jean-Serge Onyumbe, vous êtes coordonnateur national de la SBL Jeunes et Vieux, expert en communication. Parlons d'abord de la SBL Jeunes et Vieux, ça veut dire quoi? Jeunes et Vieux, c'est un... Merci pour la question, pour commencer. Jeunes et Vieux, c'est le cadre des réflexions. C'est un cadre de réflexion qui réunit autour d'une table des jeunes et des vieux pour réfléchir sur des questions d'intérêt communautaire, d'intérêt national. C'est à la fois aussi un repère pour le politique qui a besoin d'un conseil, d'une oreille supplémentaire qui n'est pas dans l'action, mais qui est à la fois observatrice. Cette oreille, donc je disais, Jeunes et Vieux se positionne comme cette source vers laquelle le gouvernant peut s'abreuver quand il le faut pour répondre véritablement aux besoins de la communauté. Et comment voyez-vous la candidature de la RDC pour la COP27? Déjà, vous avez suivi Léonard Chéo Kitundu qui a annoncé cette candidature déjà pour 2021. Je trouve que c'est une très bonne opportunité pour la RDC de s'affirmer sur le plan international, panafricain et international une fois de plus. N'oubliez pas que la RDC est au cœur de la cuvette centrale. Nous avons la forêt équatoriale qui aujourd'hui est un luxe pour l'humanité, un patrimoine international, mondial. Et la RDC a ce privilège aujourd'hui d'organiser, de postuler et d'organiser ces assises qui, du reste, répondent aux défis du millénaire. Cependant, je pense qu'il ne suffit pas de se dire que nous sommes la RDC et nous postulons, mais il faut mettre en place les véritables politiques générales en matière de l'écologie. Je prends par exemple la formation à l'école. Vous savez, quand nous étions enfants, c'est que nous appelions les travaux manuels, on nous envoyait trouver une plante que l'on ramenait à l'école pour voir comment s'est cultivée cette plante, ainsi de suite, on la plantait, on revenait en TP. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un véritable problème. L'enfant ne sait plus à quoi sert la plante qui est autour de lui, qui est dans sa maison, qui est dans sa parcelle. Et même les adultes
Parlons de la politique du reboisement. Existait-il vraiment une politique de reboisement en RDC? Il y a un véritable problème. Tous ces beaux arbres ébènes, wenge, qui sont coupés vers l'équateur, Kisangani, et qui sont ramenés ici pour des fins commerciales, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a une politique de reboisement? C'est à ce niveau-là que moi je pense qu'il y a des préalables que le gouvernant, parce que c'est de sa responsabilité, doit veiller à ce que les Congolais puissent être en règle avant de voir go. L'éducation civique s'impose sur cette matière. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. La journée de vendredi, on a retrouvé qu'il faudrait qu'on amène respectivement le Parlement et le gouvernement à prendre des actes pour le respect des scrupuleux du décaissement des fonds alloués au processus électoral d'ici fin 2018. C'est l'un des objectifs poursuivis au cours de l'atelier des disséminations du cahier des charges auprès des dynamiques sociales. Ces assises étaient organisées par l'Observatoire de la dépense publique. C'était le vendredi dans l'enceinte du centre Liloba dans la commune de Lemba. Suivez. Face à la population présente dans cet atelier, il était question pour l'Observatoire de la dépense publique d'expliquer l'importance des élections en République démocratique du Congo et comment la CENI procède à la préparation du processus électoral pour cette année 2018. Voilà qui justifie la satisfaction des participants. L'ODEP nous a présenté les cahiers des charges qu'il a effectués par rapport au suivi budgétaire lié aux élections. Le contrôle efficace que les institutions et nous, en tant que citoyens, on peut faire vis-à-vis de la CENI. Dans nos conclusions, nous avons dit que jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore un plan de décaissement du gouvernement à la CENI. Il faut que la CENI aussi puisse informer la population sur la transparence même de ces fonds. L'ODEP mène un plaidoyer pour permettre à la CENI d'avoir le moyen nécessaire pour l'organisation des scrutins. De voir comment le Parlement, qui est autorité budgétaire, puisse mener des actions de contrôle, un contrôle efficace pour que la CENI ait les moyens nécessaires pour organiser les élections, mais aussi les organes de contrôle qui sont par exemple la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, qu'ils jouent leur rôle de contrôle des fonds alloués au processus électoral. Parce que nous avons décrié qu'il y ait utilisation irrationnelle des fonds. L'Observatoire de la dépense publique demande à la CENI d'utiliser effectivement et rationnellement les fonds alloués au processus électoral suivant les priorités électorales. Et l'actualité jeudi était dominée par la commémoration de l'an 1 depuis la disparition d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bruno Tshibala s'emploie pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Le Premier ministre l'a déclaré jeudi à la célébration eucharistique de l'an 1 de la mort du Sphinx délimité à la paroisse Notre-Dame du Congo. Bruno Tshibala a par cette même occasion appelé à l'unité de l'UDPS. Et du côté UDPS, Félix Tshilombo, l'on n'a pas voulu passer sous silence cette date. Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, frère cadet d'Etienne Tshisekedi, a dit une messe en mémoire du leader Maximon à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et puis, faute d'accord entre l'UDPS et le gouvernement, la dépouille mortelle de l'opposant historique est gardée jusqu'à présent dans un funérarium à Bruxelles. Du côté gouvernement, le vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Chadari attribue à l'UDPS et à la famille biologique ce retard dans l'enterrement. Images et commentaires. Dans son homélie, Père Michel Ekonzo s'est basé sur le livre de 1 roi au chapitre 2 du 1er au 12e verset. L'officiant du jour a mis l'accent par ce texte biblique sur la mort d'un grand personnage, le roi David, comparé ici à Etienne Tshisekedi. Le courage, la constance et la conviction sont les vertus que le feu président de l'UDPS a léguées aux Congolais. Chers frères et sœurs, le courage, la constance et la conviction, telles sont les vertus de notre leader bien-aimé, le président Etienne Tshisekedi wa légué à nous peuple congolais. Fidèle d'Etienne Tshisekedi depuis 36 ans, Bruno Tshibala s'est plutôt apaisanti sur le retard dans le rapatriement de la dépouille du Sphinx limité qui n'est pas encore enterré. Et le Premier ministre a également demandé aux Tshisekedistes de relever le défi de l'unité du parti.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas encore en guerre. Et à ces propos, je vous ai dit et je me répète, nous allons, c'est une question de quelques temps, pour faire pour que le corps du président soit rapatrié. Nous avons un défi à relever ensemble, c'est celui de l'unité du Lazare. Roger Lumbala témoigne celui qu'il considère comme son mentor. Il a fait la déclaration selon laquelle la seule radio qui dit la vérité en République démocratique du Congo, c'était la radio de M. Roger Lumbala, que c'était un homme que j'appréciais beaucoup. Plusieurs personnalités et autres ont pris part à cette messe dite à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Décidément, l'an 1 du décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba divise la classe politique congolaise. Les politiques proches de son obédience ont voulu chacun se souvenir du sphinx de Dimété. Outre la messe de Fatima, l'œil dur de l'UDPS s'est retrouvé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour saluer la mémoire de feu président de l'Union pour la démocratie et le progrès social décédé il y a une année à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Dans son homélie, Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, a placé son message sous le signe des béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et même le dernier, le 12e, il dit heureux les persécutés pour la justice. Parce qu'effectivement, Tshisekedi Étienne a commis ces persécutions pour la justice. Présents à cette célébration eucharistique, quelques fidèles ont interpellé les autorités congolaises sur le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Il faut absolument que la dépouille mortelle de cet illustre disparu revienne au pays pour qu'il soit enseveli en toute dignité et en paix. Quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour l'intérêt général du peuple congolais, on devrait l'honorer, organiser les obsèques vraiment dignes de son rang. Nous espérons que les gens peuvent venir à la raison pour qu'il soit enterré vraiment dans notre pays. Pour Monseigneur Mulumba, Étienne Tshisekedi a incarné des valeurs et a fait preuve d'un amour exceptionnel pour sa patrie et pour le peuple congolais. Il a privilégié l'intérêt commun en sacrifiant ses propres intérêts. Il y a eu beaucoup de divergences entre l'UDPS, le membre de l'UDPS, et sa famille biologique qui voulait qu'on enterre, mais finalement il y a d'autres qui voulaient utiliser et qui veulent jusqu'aujourd'hui utiliser les codes de sécurité comme un fonds de commerce pour avoir des postes politiques. Le communiqué est là, il ne signe pas. Trois parties, si la famille ne veut pas organiser les obsèques, on ne peut pas forcer la famille, même si c'est qu'il appartient à tout le monde. C'est d'abord la famille biologique. D'abord, c'est comme ça ici, en Afrique. On pose d'abord la question à la famille. Pourquoi on retarde les obsèques de feu Étienne Tshisekedi? Les bureaux sont ouverts et la famille peut nous appeler et puis on va discuter pour savoir ce qu'on doit faire. Jean-Serge Onyoumbe, je reviens à vous tout à l'heure pour parler du dossier Étienne Tshisekedi Wamulumba, un an après sa disparition. Le corps qui n'est toujours pas rapatrié au Congo. 3 messes organisées en sa mémoire. La dernière était avant-hier, vendredi, à Kinshasa. Comment trouvez-vous? Ça suffit? Merci encore pour la question. Je présente une fois de plus, je renouvelle mes condoléances à la famille éprouvée, la famille biologique et même politique de feu Étienne Tshisekedi. On ne cessera de le dire, on ne cessera de le dire. Étienne Tshisekedi a été ce qu'il a été. Il a mené un grand combat. Il a consacré sa vie. Tout le monde a vu. En tout cas, nous, les Congolais, nous avons la possibilité de témoigner que nous avons eu ce grand homme sur les champs de bataille. Eh bien, c'est triste de constater que nous n'avons pas assez d'espace pour l'honorer sur sa terre natale. Ça, c'est déjà une première position. Le problème d'espace ne se pose plus parce que ça a été déjà résolu après débat et tout ce qu'il y avait. On a même décidé de l'enterrer dans un site qu'on retrouvait vers la commune de Lansele. Pour moi, espace, c'est même le fait qu'il ne soit pas ici en RDC.
Ça, c'est ce qui est écœurant. Mais le ministre Chadari, le ministre de l'Intérieur, renvoie la balle dans le camp de la famille politique et biologique. Jean-René, je tiens à préciser que c'est ce jeu de ping-pong auquel on assiste depuis une année qui va perdurer et qui va nous tourner tous en bourrique. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses sur ce qu'est politique, les enjeux politiques, et l'héritage presque culturel, social que l'on doit léguer aux générations à venir. Aujourd'hui, je pense que les pouvoirs en place et l'opposition sur la question d'Étienne Tshisekedi ont la possibilité de léguer aux générations futures un patrimoine qui sera même ouvert ou l'intérêt national au niveau international. Je m'explique. Sous d'autres cieux, prenons les cas de l'Afrique du Sud, il y a des étrangers qui voyagent pour visiter la terre des Mandela. Mais écoutez, pourquoi au Congo, le gouverneur de la ville s'était impliqué totalement. On avait donné une place au cimetière de la Gombe pour ériger un mausolée. Les débats, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est maintenant ces jeux politiques que vous mettez en valeur. Et moi, j'ai dit non. Ces jeux politiques, si vous voulez le faire, faites-le. Qui va enterrer le plus, qui va organiser plus de homélies. Regardez, à Kabe à Kamwanga, est-ce qu'on a parlé de la messe qu'il y a eu là-bas? Est-ce qu'on a parlé de celle qui a été organisée vers le Katanga? Autant des messes ne suffisent pas aujourd'hui. La question de Tshisekedi va au-delà des homélies. La question de Tshisekedi va au-delà des nombres de messes. Vous pouvez en organiser 1020 aux États-Unis, en France, ici au Congo. Ça, ce n'est pas le vrai débat. Le débat aujourd'hui, il se positionne à deux niveaux. Nous avons l'approche politique et l'approche culturelle et sociale. Moi, je dis que sur l'approche politique, il faut impérativement que l'opposition et le pouvoir en place se mettent d'accord sur une option à lever. Faire des consensus, nous sommes une nation, parce qu'au-delà de ça, c'est une image que nous projetons qui est négative sur comment nous gérons nos problèmes en interne. C'est une question politique qui va au-delà de nos quatre murs. Je pense que le pouvoir et l'opposition et la famille biologique d'Étienne Tshisekedi doivent se mettre en place autour d'une table pour lever toute équivocité. Mais de l'autre côté, nous avons un héritage culturel et social. Pourquoi on n'entend pas sur les antennes des télévisions un débat que j'ai lancé, par exemple, revisiter l'histoire de la RDC pour que lorsqu'on donne cours à ces petits qui sont à l'école primaire, qu'ils apprennent également qu'il y a eu un Étienne Tshisekedi. C'est un héritage qui est plus instructif que le nombre de messes qu'on organiserait pendant toute une décennie. Merci Jean-Serge Genoube, je reviens à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Dans la journée de mercredi, on revient encore une fois de plus sur la commémoration de l'an 1 de la mort d'Étienne Tshisekedi, dont la dépouille mortelle n'est toujours pas rapatriée. Pour Roger Lumbala, il confirme que le sphinx de Limété a déjà été bel et bien enterré à Bruxelles. Une déclaration rejetée par Alexis Moutanda, ancien secrétaire général de l'UDPS, qui exige que le président de l'UDPS soit enterré comme Nelson Mandela. Autre chose à présent, obtenir l'accélération du processus de libération des prisonniers politiques et d'opinion et l'annulation des poursuites judiciaires à l'endroit des exilés politiques. Cette question était au centre de la plénière du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Reportage. Un an après la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'opinion s'interroge sur le rapatriement du corps du sphinx de Limété. Roger Lumbala, président du RCDN et cadre du rassemblement El Kassavoubou, confirme que le président de l'UDPS a été déjà enterré au cimetière des Poudres d'Or dans la commune d'Ixelles en Belgique. Je confirme encore ici que le président Étienne Tshisekedi a déjà été enterré. La famille de Tshisekedi n'est plus en deuil. Le président Étienne Tshisekedi Wambulumba a été enterré au cimetière qu'on appelle Poudre d'Or dans la commune d'Ixelles à Bruxelles. Qu'on arrête de mentir aux citoyens congolais. Confirmation rejetée avec force par Alexis Moutanda, ancien secrétaire général de l'UDPS. Demandez à Lumbala qui a fait la déclaration de vous donner plus de précisions. Je ne crois pas que je suis autorisé à aller commenter des informations que moi-même je ne maîtrise pas. S'il vous a dit ça, eh ben allez lui poser la question. L'ancien secrétaire général de l'UDPS se dit déterminé à pérenniser l'idéologie d'Étienne Tshisekedi. Pour pérenniser son idéologie, personnellement, il y a mon livre que j'ai sorti qui décrit un peu, disons, ce que nous avons comme vision.
Et puis ensuite, il y a cette association des amis d'Alexis Moutanda que nous avons mis également sur le chantier. Et là-dedans, nous voulons que tous les Congolais puissent se concevoir Congolais, qu'ils puissent se comporter comme des Congolais, qu'ils puissent comprendre que ce pays leur appartient et que la vie et la survie de ce pays est entre leurs mains. Alexis Moutanda s'est dit du fait que les corps des grands politiques de la République démocratique du Congo traînent ailleurs, notamment celui du maréchal Mobutu Echombe. Moutanda Mwana Alexis pense que Tshisekedi doit être enterré comme Nelson Mandela. Le Conseil national de suivi de l'accord tient à l'accélération du processus de libération des prisonniers politiques et ceux d'opinion. Voilà qui ressort de sa séance plénière tenue à Kinshasa le 30 janvier dernier. Le travail est en train d'être finalisé pour que d'autres prisonniers dits emblématiques, politiques et d'opinion et les restes des amnisties aussi recouvrent leur liberté d'ici là dans le strict respect de l'accord. Le gouvernement est conscient, et le ministre lui-même en particulier, qu'il fallait à tout prix qu'on puisse vider la question qui concerne la libération des prisonniers politiques pour répondre, parce que tout le monde est en train d'exiger le respect intégral de l'accord. Et le chapitre 5 fait partie intégrale de l'accord et nous pensons qu'en le faisant, ça va apporter la paix et la stabilité dans notre pays. Le CNSA est aussi à pied d'œuvre pour obtenir le retour au pays un homme libre d'exilés politiques. Le président est à pied d'œuvre, il est en contact permanent avec ces gens pour que d'ici là aussi, tout le monde puisse revenir au pays. Ceux qui sont poursuivis par la justice voient leur procès annulé pour qu'ils reviennent au pays parce que nous tous, nous sommes préoccupés par la tenue des élections d'ici fin de l'année. Cette séance de travail était consacrée à l'évaluation de la décrispation du climat politique depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre jusqu'à ce jour. Roger Lumbala confirme que Tshisekedi Wamulumba a déjà été enterré à Bruxelles pendant que Alexis Moutanda lui exige l'enterrement de Tshisekedi comme Nelson Mandela. Qui dit mieux? Bon, je pense qu'il ne s'agit pas de savoir qui dit mieux en termes de Paris, parce qu'on parle d'une dépouille mortelle et moi je reste très africain et respectueux des valeurs citoyennes et ancestrales. Le cas d'un décès, d'un parent, d'un aîné appelle à une abnégation et une introspection, si pas une prise de conscience sur notre sort. Alors, Roger Lumbala qui dit que feu Étienne Tshisekedi a déjà été, qui confirme, qui cite même le cimetière, je me dis qu'il a des bonnes sources. Certainement, il a participé aux obsèques et à l'enterrement. Peut-être que ces sources lui ont apporté des preuves qui sont crédibles. Moi, je pense que je ne suis pas de la famille Tshisekedi, mais je crois que si les membres de la famille biologique et même politique ont suivi ces déclarations, ils peuvent se renseigner auprès du cimetière en question pour vérifier si leur frère, leur père, leur ami se trouvent déjà sous terre. En ce qui concerne la RDC, en ce qui concerne la préoccupation actuelle, que l'on enterre Étienne Tshisekedi ou pas, aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de lutter. Ce pourquoi nous sommes en train de lutter, c'est plus une situation d'état de droit, de sortie des crises, de révolution, d'innovation et d'avancement. Merci Marty. L'instruction à fond du dossier dans le procès qui oppose le ministère public aux 36 présumés rebelles de la milice Kamwena Nsapou se poursuit pour ce mardi 30 janvier. Il s'est agi de la confrontation entre les prévenus et la partie civile composée principalement des policiers qui ont assisté aux attaques perpétrées par cette milice à la 10e rue Limité. Curieusement, une contradiction totale s'est dégagée autour des déclarations de la partie civile, mieux les policiers. Et le même mardi, l'opération d'évacuation des ordures ménagères poursuit son bonhomme de chemin dans les différentes stations de transit de la ville de Kinshasa, menée notamment par Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'Environnement. Ces travaux ne pourront se pérenniser qu'avec le soutien et la collaboration de tous les Kinois, a-t-elle martelé. Suivez.
Selon les avocats de la République, cette contradiction serait due à la façon de chaque partie civile à analyser les faits. Étant donné qu'il s'est agi d'une attaque purement surprise et les gens étaient endormis, c'est tout à fait normal que chacun, quand il se réveille, il voit en face de lui les événements de sa façon, bien qu'en général, toutes les déclarations soient concordantes, sauf peut-être quelques petites précisions, c'est tout à fait normal. Cette contradiction ne profitera pas aux avocats conseils, renseigne le bâtonnier Frédéric Njamano. Les infractions dont les rebelles Kamouenan Sampou sont poursuivis restent intactes. Quelles sont les infractions qui sont poursuivies? Il y a eu attaque, tous disent qu'il y a eu attaque. Et tous disent que cette attaque est attribuée à un groupe. Et tous disent, reprennent le cri qu'ils ont entendu et qui est attribué au groupe Kamouenan Sampou. C'est ça l'infraction. C'est déjà cela l'infraction. L'affaire, c'est ce que tout le monde dit. L'existence de l'attaque, l'existence de la destruction, l'existence de coups et blessures. C'est cela l'infraction, justement. Du côté des avocats de la défense, Nancy Kapinga était incapable de commettre les faits lui reprochés car en cette période, leur cliente était souffrante. La dame l'a prévenue est dans l'incapacité physique de poser des actes dans leur nature tels que lui reprocher. Il faut une expertise médicale pour que cette expertise, n'est-ce pas, nous illumine sur le fait que la santé qu'elle avait en son temps et actuellement, et cette santé pouvait donner lieu à des infractions de cette nature qui appellent à une lors d'une forte violence. C'est ce que nous avons dit que c'est tout à fait réfléchi. L'audience est donc renvoyée au jeudi 1er février. Débuté tard dans la soirée, c'est pratiquement au petit matin que s'achèvent ces opérations d'évacuation des ordures dans différentes stations de transit de la capitale. Tout se passe sous l'œil vigilant de Thérèse Olenga qui supervise ces travaux. Selon la ministre provinciale, cette opération nécessite l'engagement de tous afin d'assainir les milieux. Nous pourrons assainir notre milieu avec l'engagement de tous, avec les changements de comportement, de manière précise. Nous voulons que les déchets soient ramassés dans des sacs biodégradables estampillés au logo de la ville. Si les déchets sont conditionnés dans les sacs poubelles, cela veut dire que vous n'avez pas la nuisance visuelle, vous n'avez pas la nuisance de l'air, vous atténuez la circulation des nuisibles tels que les rats, les vecteurs de maladies. La charge de transport est réduite et donc la maladie ne pourra pas circuler. Aux ONG pousse-pousseurs qui évoluent dans le secteur d'assainissement, Thérèse Olenga demande une collaboration avec la Raskin. Nous savons qu'il y a des opérateurs, notamment des pousse-pousseurs, notamment des ONG, qui font le porte-à-porte. La Raskin, la Régie d'assainissement et des travaux publics, est occupée à les identifier, à les encadrer pour qu'ils soient quadrillés dans ce qu'ils font, qu'on sache qui opère où, qui fait quoi, la traçabilité des déchets. Dites-nous où vont vos déchets. La ministre provinciale a saisi cette occasion pour jeter des fleurs à Robert Choudouri de la Cité du Fleuve pour son soutien à cette opération. Une fleur à un partenaire extraordinaire. Je voudrais citer M. Robert Choudouri de la Cité du Fleuve, qui nous a accordé des facilités qui nous amènent à progresser. Nous sommes attentifs que notre population nous fasse confiance, la détermination, l'engagement. Et là, ce sont les ressources qui sont minimes, mais ensemble, nous pouvons trouver ces ressources. Avant de clôturer la semaine, Jean-Serge Onyombe, je rappelle à tout le monde que vous êtes coordonnateur national de l'ASPL Jeunes et Vieux, expert en communication. Quelle stratégie proposez-vous pour la gestion des ordures à Kinshasa? Ma stratégie est simple. Il faut d'abord éduquer la population. Il faut d'abord commencer par éduquer la population sur ce civisme, sur la différence entre une poubelle et la place publique. C'est qu'on doit jeter, c'est qu'on ne doit pas jeter. Et également présenter à ce citoyen qu'on éduque où jeter, disponibiliser des corbeilles, des poubelles publiques. Après cette étape, il faut une organisation décentralisée. Le problème ici au Congo, pour la plupart de nos structures fonctionnelles, il y a une forte centralisation de l'action qui doit organiser les choses. Je dis qu'il faut décentraliser. Confions aux communes des véritables job descriptions, des véritables actions à faire en ce qui concerne la salubrité. Et évidemment des moyens.
Mais attention, qui dit moyen, dit également une sensibilisation des citoyens qui va payer l'impôt à partir duquel on tirera de quoi curer les caniveaux, de quoi vider les poubelles. À côté de ça, il y a aussi une autre politique qui est très avantageuse, celle du recyclage. Pourquoi on ne recycle pas tous les plastiques qu'on retrouve dans les marais de Kinshasa après les pluies? Pourquoi il n'y a pas une politique de recyclage? On a tout un ministère d'industrie, un ministère qui peut organiser ça. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi attendre qu'il y ait des choléras pour avoir cette politique d'action de masse, d'urgence? Moi, je pense que le ministre qui fait déjà ce qu'il fait sur terrain, c'est bien, mais normalement, des brigades, ce sont des brigades locaux qui doivent être sur terrain pour faire ce travail au quotidien. Et pour finir, comme solution, il y a mettre fin à l'impunité. Quand une personne qui est placée quelque part ne fait pas son travail, cette personne doit être sanctionnée, remplacée au besoin. Merci. J'en reviens à vous. Avant de terminer la semaine complètement, lundi, on s'est posé cette question, s'imprégner de l'état d'avancement du processus électoral. C'est l'essentiel de la séance de travail entre le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo et le président de la CENI. L'Union européenne a promis son soutien financier dans l'organisation des élections. Suivez. À quelques jours de la clôture de l'opération de révision du fichier électoral, l'ambassadeur de l'Union européenne a rencontré le président de la CENI. Au centre, faire l'état d'avancement du processus électoral depuis la publication du calendrier et également sur une éventuelle coopération entre les deux institutions. Avec le président de la commission, nous savons que nous avons un calendrier électoral et donc nous avons parlé de l'état de la question, de la préparation, où est-ce qu'on en est. Il y a par exemple la législation qui est en cours sur laquelle nous avons échangé et donc finalement nous avons aussi parlé de possibilités de coopération. Nous voulons appuyer ces élections dès que les conditions seront remplies et donc j'ai pu avoir un échange tout à fait constructif avec le président Nanga et puis nous avons aussi parlé du projet de commission d'experts sur laquelle j'espère que nous pourrons dans un délai très rapproché avoir aussi des résultats. Tout cela relève de l'appui et du rôle que peut jouer la communauté internationale et particulièrement l'Union européenne pour assurer des élections crédibles à la fin de l'année. Le président de la CENI a insisté sur la confiance mutuelle qui doit régner entre la CENI et le partenaire technique et financier. L'Union européenne promet son soutien financier pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. Jean-Serge Onyombe, expert en communication, coordonnateur national de l'ASBEL, Jeunes et Vieux, croyez-vous en la tenue des élections cette année 2018? Jean-René Lobo, laissez-moi vous dire que quand on dirige un État, quand on gère les affaires publiques, il ne faut pas seulement croire, il faut agir. Parce que organiser les élections ne sont pas qu'une promesse, un chapelet des bonnes intentions, mais c'est un ensemble d'agir consensuel qui doit aboutir à cette finalité qu'on appelle les élections. Ça, c'est déjà mon point de vue. Donc, il n'y a pas d'émotion dans ça. Ce sont les résultats, l'ensemble de tous ces éléments qui s'engrègent, qui se constituent, qui vont aboutir aux élections. Parce que vous me direz, j'y crois, j'ai dit j'y crois, je m'en vais dormir. Eh bien, demain, je n'ai pas fait mon travail, il n'y aura pas élection, même si c'était pour que le Christ revienne. Alors, qui fait quoi pour qu'il y ait élection? C'est là le véritable débat. Et qui ne fait pas quoi, ou qui ne fait pas quoi, j'allais donc dire, pour qu'il n'y ait pas élection, ça, c'est le défi. C'est cet ensemble des questions, lorsqu'on y répond, qu'on arrive véritablement à dire « oui, je crois à ces élections ». Merci. Vous êtes coordonnateur national de l'ASBEL Jeunes et Vieux. Déjà, vous avez donné la définition tout au début de ce journal. La tribune de réflexion, Jeunes et Vieux, n'est-ce pas là un pas vers le conflit des générations entre les jeunes et vieux? Ce conflit générationnel est un conflit qui est permanent entre les jeunes et les vieux. Il y aura toujours un vieux qui pense savoir mieux que le petit. C'est normal. L'approche jeunes et vieux ne vient pas ici mettre KO ce débat, parce que ces débats de renouvellement de connaissances entre vieux et jeunes, entre jeunes et vieux, est un débat permanent. Nous disons que nous balisons ici un espace de discussion où les jeunes et les vieux
peuvent échanger, se complémenter. Nous disons dans Jeunes et Vieux comme slogan, mutualisons nos expériences. C'est quoi la mutualisation des expériences? C'est le fait que M. Jean-René qui est devant moi m'approche pour me dire, est-ce que tu sais faire un papier de journaliste? J'ai dit, je ne sais pas, mais je veux devenir journaliste. Et il me prête sa main et je deviens journaliste demain pour former d'autres personnes. Mais cela se passe également sur des valeurs, parce que nous pensons que la population congolaise, le citoyen congolais, est victime d'une cassure idéologique, cassure des valeurs. Nous disons que pour commencer, il faut investir dans l'homme. Il faut informer l'homme en le cultivant. Quelles sont les valeurs qu'on apprend à l'enfant aujourd'hui pour que demain, nous n'ayons plus cette crise qui veut que l'on appelle de haute voix un renouvellement de la classe politique, un renouvellement de la fonction publique, ainsi de suite. Ce ne sont que des résultats d'une crise qui a pour origine la base. Mais il y a un conflit permanent également avec les vieux qui ont travaillé longtemps parce qu'ils pensent qu'ils peuvent travailler éternellement. Avec le programme de réforme, rajeunissement de l'administration publique, il y a des vieux qui ne veulent pas partir. Hein. Moi, je pense que oui, ces vieux ne veulent pas partir. Mais pourquoi ils ne veulent pas partir? Déjà, pour commencer, quand il était fort et jeune, parce qu'il ne faut pas jeter un discrédit sur ces vieux, quand il était fort et jeune, quand on voulait l'exploiter, je dis ça comme ça, à ce vieux, on n'a pas fait savoir que demain, il devrait partir. C'est ça le problème. Ce vieux a travaillé tout son temps comme le seul élément, comme étant indispensable. Maintenant qu'il est vieux, on lui dit laisse la place à un autre et il sait qu'il n'y a pas forcément une bonne prise en compte de ce qu'il aura comme désidérateur par la suite. Je crois que le débat ne se tient pas au niveau de je suis jeune, je mérite mieux, je suis vieux, je mérite plus, mais le véritable débat, c'est au niveau de la formation. Quelle information on donne aux petits avant de l'envoyer sur la scène publique? Formons l'enfant en lui apprenant que demain, tu apprends pour céder à l'autre. C'est ça le débat Jeunes et Vieux. C'est un débat d'échange, un débat de complémentarité, un débat de perpétuation des valeurs sociales. Jeunes et Vieux ne jettent pas un discrédit sur le vieux. Nous disons, chers vieux, apprenez-nous ce que vous avez bien appris et aidez-nous à mieux faire pour une perpétuation des valeurs dans la société. Je comprends bien que Jeunes et Vieux soutient la collaboration entre vieux et jeunes pour un bon Congo demain. Exactement. Et comment? D'abord parce que nous organisons des séminaires, ça il faut le dire, nous organisons des séminaires sur différents thèmes et nous accompagnons également des initiatives de développement sur terrain. Parce que certaines initiatives sont latentes à la base a des initiatives, généralement on ne tient pas compte de ce que dit la base. Quand pour moi la base c'est quoi? Ce sont nos communes. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés, dans nos quartiers? Alors Jeunes et Vieux organisent des espaces de discussion avec toutes ces personnes qui ont des idées et nous mettons en place avec des moyens des bords, des véritables projets, des initiatives qui devront booster la vie nationale. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que j'ai reçu sur ce plateau M. Jean-Serge Onyumbe, coordonnateur national de l'ASBEL Jeunes et Vieux. Il a expliqué totalement cet ASBEL. Il est également expert en communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci, c'est la fin de ce journal rétro de la semaine. Merci surtout de rester fidèle pour la suite d'actualité sur Kin 24 Télévision.